Welcome, bonjour et bienvenue dans Language Explorers, où nous partageons la magie des langues et des émotions. Je suis Stacey Marie et dans chaque épisode, nous explorons les liens émotionnels et personnels que nous avons avec les langues que nous parlons et comment cela influence notre façon de penser et d'agir. Curious? Great, let's go! Aujourd'hui, je suis ravie de partager une conversation inspirante qui pourra vous ouvrir l'esprit à de nouvelles perspectives. Que nous parlions anglais ou français, chaque conversation est une occasion d'apprendre, de grandir, de partager et de s'amuser. So, let's explore words and expand our worlds together. Bienvenue dans cet épisode nouvelle avec Lydia. Dans la dernière, nous l'avons déjà rencontrée et nous avons découvert comment nous nous sommes rencontrés et qu'est-ce qui a piqué ma curiosité autant pour interviewer Lydia. Donc, merci d'être revenu avec moi pour cet épisode que j'ai envie d'appeler l'étincelle initiale. Merci Stacy pour la bienvenue. Le titre semble intriguant même pour moi, mais j'ai hâte de découvrir ce que tu as associé à ce titre. D'accord. Eh bien, voyons voir ça. Ce que j'ai envie de voir avec toi, ça serait d'explorer quand tout a commencé dans ta relation unique avec la langue. Donc, parler de tes premières expériences d'apprentissage. Tu m'avais déjà parlé des encouragements de certains professeurs ou de certaines profs que tu avais et de voir qu'est-ce qui a déclenché cette histoire d'amour. Parce que tu m'avais quand même dit ça, je sais plus si je l'ai dit dans le dernier épisode, mais tu m'avais parlé de la relation la plus longue que tu avais. Comme si c'était une histoire avec un humain et ça m'a tellement intriguée. Mais ça, c'était un teaser parce qu'on va approfondir cette question un peu plus loin. Là, on part à l'étincelle. Ok, Donc, Lydia, est-ce que tu veux bien raconter tes premières expériences avec la langue française et comment elles t'ont influencé? ok. Euh, Déjà, le français était une matière ordinaire pour moi. Tout au début, comme les maths, la langue romaine, ma langue maternelle, la géographie, etc. Mais le déclic s'était produit quand ma prof de français m'a proposé de participer à un concours de langue française parce que je me débrouillais bien, apparemment. Jusqu'à ce moment-là, j'avais aucune idée de ce que je fais bien ou moins bien, de ce que je peux faire. Est-ce que j'aime cette langue? Est-ce que j'ar- j'arriverai un jour à la parler couramment? Non, aucune idée. Mais ce moment-là, comme c'était un âge assez important, j'étais une enfant un âge euh, pendant lequel l'enfant construit son image à partir de la validation externe et de comment les autres le perçoivent. Ça a fonctionné, je pense. Et le fait d'être observé, validé, encouragé et d'une certaine manière mise devant les autres enfants, Mhm. ça m'a boosté pour apprendre, pour grandir, pour avoir des résultats et ne pas décevoir ma prof. C'était le premier moment où je me rappelle que j'ai vraiment eu une étincelle et Mhm. que je conscientisais pas à ce moment-là, mais après ça a été fortifié et construit avec l'émotion de cet instant-là. Mhm. Mhm. Qu'est-ce qui t'a fait sourire aussi grand quand tu me parlais justement de cette expérience-là? Parce que j'avais une image très pauvre de moi-même et j'étais assez effacée comme personne, comme écolier, comme femme à venir, pourquoi pas.
Et je savais pas comment ou de quelle manière je peux extraire ma valeur de moi-même ou mon image de moi-même et la présenter aux autres. C'était un peu ça. Et le fait d'être vu et remarqué par une personne adulte avec un statut important, c- c'était comme si j'ai emprunté des atouts ou des qualités de cette personne-là et je me les suis attribués. C'est psychologique d'une certaine manière, mais le français Mhm. était au milieu, donc je pense que c'est une connexion ou un rapport avec notre sujet. Mhm. Et donc, c'était comme si je me suis réveillée d'un sommeil ou d'une vie morose. Euh, je pense que c'est pour ça que je souris. Mhm. D'accord, ok, je comprends mieux, oui, j'entends que voilà, il y avait une grande question de reconnaissance, d'un besoin de reconnaissance Mhm. des autres. Et comment Ouais. ces expériences diverses t'ont influencé toi en tant que personne? Euh, En tant que personne, déjà, c'était un domaine où je me sentais forte et je voyais des avantages, des atouts dont j'avais comparé à d'autres personnes, à d'autres écoliers, d'autres lycéens. Et ça m'a permis de me construire une meilleure image de moi-même. Déjà, une bonne note, ça parlait beaucoup pour moi. Mhm. J'avais plein de mauvaises notes pour les autres matières, donc le contraste était assez grand. Et je persévérais dans ce domaine où j'excellais. Et entre-temps, la passion et l'affinité est apparue et je me suis rendu compte que j'aime cette langue et que j'aime écouter des morceaux en français, des chansons, j'aime lire, même si je comprends rien, si je comprends deux, trois mots en français original, c'est déjà beaucoup. Et ça Mhm. me poussait de continuer de trouver d'autres mots, de chercher dans le dictionnaire des dizaines et des centaines de mots sans m'épuiser. Et c'est à ce moment-là que j'ai établi cette connexion avec le français, la langue française, et depuis, on s'est presque jamais séparés. Peut-être on a pris des pauses, mais euh, c'était jamais fini. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai établi cette connexion très forte. Comment tu l'expliques, cette période-là ou ce moment-là où t'as eu ce déclenchement de passion? Euh, je sais pas, c'était l'âge de l'adolescence. J'étais assez seule, isolée, sans amis, sans famille. Je faisais des études dans une ville euh, pas très éloignée de mon village, mais c'était mes premiers petits pas dans l'âge adulte où j'habitais seule dans un appartement et je gérais seule ma vie, mes études, mes dépenses et tout ça. Mhm. Et sentir naître une passion, une chose qui me nourrit, qui m'attire, qui m'inspire, c'était quelque chose de très intéressant pour moi. J'ai jamais eu cette expérience et maintenant je suis capable de lui donner une forme et de l'expliquer. Mais à ce moment-là, c'était comme si les choses se passaient naturellement. Tout ce que je le faisais d'une façon automatique, poussé par les menaces des mauvaises notes et des échecs euh, au lycée. C'était un grand point motivant. Mais pour le français, c'était pas que les menaces, c'était aussi la fluidité, le naturel qui était inclus dans mes expériences et mes actions. Dans ce que tu m'as raconté quand tu parles de l'école, des menaces, de qu'est-ce qui motive, est-ce que c'est plus voilà, le bâton ou est-ce que c'est quelque chose qui attire? Ça m'avait fait penser à une partie de ton histoire sur ta héroïne, parce que ta héroïne, elle date de l'école, les 100 pages. Est-ce que toi, tu veux bien raconter celle-ci? Ah, ok. On parle ici de la faculté, de mes années d'études à la faculté pédagogique langues étrangères, Mhm. mais c'est en lien avec le français et l'apprentissage et le système didactique.
pédagogique. Mhm. J'avais une prof à, à la fac et le français était la première langue. Et elle était notre prof principale qui a commencé à nous enseigner le français, le phonétique et l'alphabet et les petites comptines et tout ça. Mhm. Même si j'avais un bon niveau après le bac, à, à la faculté, on a commencé depuis le début. On travaillait même avec le miroir et Mhm. on travaillait le positionnement de notre bouche, langue, dents, etc. pour bien apprendre les sons en français. Et Mhm. cette prof-là nous a accompagnés pendant les 4 années d'études, l'équivalence de la licence. Et c'était un vrai personnage pour moi. J'ai eu la chance d'avoir ce guide ou cette héroïne qui m'a modulée, qui m'a formée sans le savoir, sans le faire d'une façon intentionnée. Mais elle était tellement pétillante dans sa façon d'être et sa façon d'enseigner, sa façon d'interagir avec les étudiants. Et elle était assez, elle était pas mal détestée par les étudiants pour ses méthodes, mais euh, finalement, sa méthode a donné des résultats et nous a aidé à apprendre le français d'une façon très systématique, très rigoureuse et très consolidée. Je parle ici des bases de la grammaire qui sont imbattables. Des centaines d'exercices et des exercices sans fin. Bon, je reviens au 100 pages. C'était Mhm. une de ces méthodes insolites. Elle nous faisait copier 100 pages pendant les vacances d'été. C'était une condition, c'était comme un devoir. Vous voulez le faire, vous ne voulez pas, vous ne le faites pas, mais à la rentrée, Mhm. vous devez présenter ça et les personnes qui ne présentent pas ça auront un zéro. Mhm. Soit 10, soit zéro. C'était sans concession, sans discussion et tout ça. D'accord. C'était assez difficile parce que ça implique beaucoup d'efforts, de consistance, de continuation, de persévérance. Et si tu copies des choses ou des textes qui ne te sont pas tout à fait intéressants ou attractifs, c'était pas des leçons, des lettres d'amour. Et tu choisis un livre, que ce soit au moins 100 pages et tu les copies page par page, sans exception, sans omission et tout ça. C'est assez ennuyant, c'est assez euh, robotique et puis tu vois pas du sens dans tout ça. Et pour les jeunes, c'est très difficile de faire quelque chose qui n'apporte pas de sens et de satisfaction dans le moment présent. Mais moi, en tant que personne étudiante exemplaire, euh, showing example, Mhm. euh, et une fidèle admiratrice de ma prof. Je le faisais au risque de me faire insulter par les autres étudiants. Et je le faisais à chaque fois. J'étais très fière quand, à la rentrée, je présentais les 100 pages et le livre respectif et les pages numérotées et ma prof me vérifiait ou faisait semblant de vérifier et me disait que c'est bon, tu passes. C'était un moment très de victoire sur ma fatigue, mon ennui et mon envie de laisser tomber tout ça. Mhm. Après, avec le temps, j'ai compris quel était le sens ou la valeur de cet exercice parce que je me suis aperçue que j'avais un vocabulaire plus riche, que je construis des phrases d'une façon naturelle et spontanée, que je reconnais des schémas ou des constructions grammaticales sans me poser des questions d'où je sais ça. Je sais pas, ça me vient tout simplement. Je reconnais un futur dans le passé sans me rappeler de la théorie grammaticale. Je le reconnais tout Mhm. juste. Oui, et je vois, c'est le futur dans le passé. Pendant que au cours, je devais passer des heures peut-être pour comprendre ce temps
mémoriser les formes, les exceptions et tout ça. Ou le passé simple, je ne sais plus quel passé. Mhm. Donc, les formes grammaticales me venaient tout spontanément comme ça parce que je l'avais fait j'avais fait les copies sans me poser un but, mais le cerveau, la Mhm. cervelle, Oui, le le cerveau, cerveau, ouais. c'est c'est autre chose. J'avais un doute. Le cerveau était activé et avait inscrit une information qu'il a pu reproduire plus tard. Mhm. Donc, je pense que c'est ça la valeur de cet exercice et j'en étais euh, étonnée après, quand j'avais des flashbacks comme ça, d'où je sais ça, d'où je connais ce mot, euh, comment je peux construire cette phrase. Bien sûr, il y a les lectures aussi qui ont eu l'impact et le contact avec le français, mais Mhm. pas mal de choses se sont automatisées d'une façon inconsciente pour moi, Mhm. grâce à ces copies. Mhm. Oui, lors de l'apprentissage, on n'est pas toujours conscient des mécanismes, comment ça fonctionne dans le cerveau, qu'est-ce qui fait qu'on retient ou qu'on ne retient pas. Et il y a aussi une grande différence entre, comme tu dis, l'étude de la grammaire et d'autres styles d'apprentissage, comme quelque chose de plus passif où tu vas ingérer, entre guillemets, du contenu d'une manière et d'une autre et ça rentre de manière moins consciente. Donc, oui, c'est intéressant de voir qu'il y a des manières différentes, que ça peut rentrer même sans qu'on sache qu'est-ce qui se passe. Et aussi, ce qui m'avait surpris dans ton histoire et ouais, qui était remarquable, c'est aussi ta réaction à ce prof quand tu commençais à le décrire avec quelque chose de vraiment très positif. Et après, tu avais dit que c'était quelqu'un qui était détestable par les élèves. C'est pour montrer à quel point on peut réagir, on peut avoir une sensibilité différente à différentes personnes et que ça va affecter notre volonté à recevoir ou à apprendre de ces personnes-là. Donc, ça m'intéresse toujours de voir de comment et de pourquoi, comment ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas et à quel point on est conscient de ce qui se passe et de ce qui nous convient aussi en méthode pour apprendre aussi. Donc, merci pour cette histoire. Et je vais te remercier pour cet épisode-là. J'ai envie de clore pour aujourd'hui. Et la prochaine épisode, j'ai envie de te parler plus du monde des livres et de la poésie, si tu veux bien. Ok, tout à fait d'accord. Ok, ben merci beaucoup, Lydia, et à la Avec plaisir. prochaine. À bientôt. Dans cet épisode, nous avons entendu Lydia parler de quelques premières expériences d'apprentissage, des professeurs, méthodes et exercices remarquables qui ont participé à créer cette relation unique entre elle et la langue française. And you, how did your first experiences learning new languages impact you? Je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à vos expériences passées. En étant enfant, avez-vous, comme Lydia, été motivé pour apprendre une langue étrangère en recherchant la validation externe d'un professeur ou d'un parent? Ou était-ce autre chose? Peur de mauvaises notes ou de punitions? Est-ce que vous vous compariez déjà à d'autres élèves à l'école? Et comment ces comparaisons ont-elles affecté votre relation avec cette nouvelle langue? Aussi, qu'avez-vous ressenti dans ces premières expériences avec la langue? Fier, amusé, attiré, curieux? Ou bien désintérêt, dégoût, peur ou honte? Et comment ces sentiments vous ont suivi ou évolué au fil des années? How are you feeling now? If you feel like sharing, tell us about your experiences and let's learn from each other. If you enjoyed this episode, please subscribe, share, and join us next time for more stories that reveal the beauty and power of language. Until then, keep exploring.